Chapitre 1. La foire à la lavande. Le matin de la foire à la lavande s'est levé avec une perfection guindée que seul un village anglais pouvait concevoir. Rose Hill, ainsi s'appelait-on, même si on aurait pu facilement le confondre avec n'importe laquelle des 12 paroisses similaires disséminées dans la campagne, s'est réveillé au son des cloches de l'église, au chant des moineaux, et à l'odeur caractéristique des scones fraîchement sortis de la cuisine de Madame Archer. À 10 heures, des guirlandes au ton violet et crème étaient déployées sur la rue principale. Des étals bordaient la place, exposant de tout, des pots de confiture et de chutney aux échantillons de travaux d'aiguille et aux chandeliers en laiton étincelant, polis à la perfection. Le parfum de la lavande fraîchement cueillie dans les haies embaumait l'air. C'était, à tous égards, le genre d'événement que les villageois attendaient avec impatience toute l'année. Les enfants couraient d'un étal à l'autre, les doigts collants de caramel. Le vicaire présidait joyeusement une tombola dont les prix étaient d'utilité variable. On entendait des rires, des bavardages, et cette curiosité sous-jacente si particulière à une petite communauté, qui gagnerait le concours de gâteaux, qui achèterait les billets de tombola de qui, et qui, après tout, serait vu en compagnie de qui. À l'orée du pré, assise dans son fauteuil d'osier habituel, Miss Jane Marple observait le tout avec une satisfaction silencieuse. Son tricot reposait sur ses genoux, même si les aiguilles bougeaient moins souvent que ses yeux. Une vie de villageois lui avait appris que les gens se révélaient plus qu'ils ne l'auraient jamais cru dans ces moments de fête. « Bonjour, Miss Marple », s'écria la jeune Alice Fenwick, toute rouge de l'importance de son rôle de transporteuse de plateaux de limonade pour le Women's Institute. « Bonjour, ma chère », répondit gentiment Miss Marple, ses yeux bleus pétillants. « Attention à ne rien renverser. C'est toujours le deuxième verre qui vacille le plus. » Alice gloussa, surprise que la vieille dame ait si bien décrit son problème personnel. Miss Marple reprit son tricot, bien que ses pensées fussent déjà ailleurs, attirée par la vue de M. Henry Lasset, un colonel à la retraite qui avait l'habitude de s'en prendre aux marchands pour des broutilles, parlant à voix basse à Madame Lydia Harcourt. Leur conversation fut brève, mais leur visage exprimait une intensité qui contrastait avec la gaieté du jour. Ce n'est qu'un peu après-midi, alors que la foule s'était massée près de la scène pour l'annonce du meilleur biscuit Victoria, que le premier cri retentit. Un groupe de femmes se dispersa, puis, horriblement, sans équivoque, la silhouette inerte de Madame Lydia Harcourt apparut, affalée sur l'herbe près du stand de lavande, son ombrelle tombée à côté d'elle. Le docteur Sims fut immédiatement appelé, se faufilant à travers la foule avec son sac. Mais quelques instants plus tard, son hochement de tête grave confirma ce que personne ne voulait entendre. Madame Harcourt était morte. Un silence s'abattit sur la foire. Les banderoles flottaient comme embarrassées. Les rumeurs, toujours promptes à remonter à la surface, circulaient maintenant de bouche en murmures effrayants. Crise cardiaque, un évanouissement qui a mal tourné, ou, murmure plus sensationnel, quelque chose de plus sombre. Miss Marple, qui s'était levée en silence, se pencha pour ramasser l'ombrelle tombée. Elle remarqua, sans attirer l'attention, une légère trace de pourpre tachant la dentelle du manche. Un détail curieux, facilement négligé. Elle la glissa délicatement au creux de son bras. La foire à la lavande touchait à sa fin, mais peu eurent le sang-froid de démonter les stands. Les policiers de la ville voisine arrivèrent bientôt, leur voix rauque au milieu de la foule silencieuse. Déjà, ils parlaient avec assurance d'une crise d'épilepsie ou d'un accident. Pourtant, Miss Marple, qui avait vu trop de drames villageois pour se contenter de conclusions aussi tranchées, sentit les premiers soupçons s'installer. La journée, commencée avec des scones et du soleil, s'était terminée avec un corps sur l'herbe. Et dans ce paisible village anglais de Rose Hill, sous l'air parfumé à la lavande, quelque chose de toxique s'était révélé. Chapitre 2. Chuchotement à Rose Hill. Le lendemain de la foire à la lavande, Rose Hill était un village différent.
Les mêmes jardins étaient en fleurs, le même lait était livré dans des bouteilles qui tintaient, et les mêmes enfants se hâtaient vers l'école, mais sous tout cela résonnait le murmure invisible des ragots. La mort, surtout la mort subite, a le don de perturber une communauté si habituée à une routine paisible. Au bureau de poste, Madame Barton se pencha confidentiellement par-dessus le comptoir. « J'ai dit à mon mari hier soir, ce n'était pas un évanouissement ordinaire, pas avec son teint, et pas sitôt après avoir bu ce verre de cordial. Croyez-moi, il y avait quelque chose de désagréable dans tout ça. » Mademoiselle Harriet Price, derrière le comptoir, haussa les sourcils avec délectation. « Et qui lui a servi ce cordial, s'il vous plaît ?»« Eh bien, nul autre que le jeune Charles Harcourt. Un fils dévoué, j'ose le dire. Mais les hommes ne sont pas au-dessus de l'héritage, n'est-ce pas? Pas quand la maison et le compte en banque s'en vont avec. » De l'autre côté de la pelouse, chez le boucher, des conversations similaires se déroulaient, chaque villageois apportant des informations qu'il considérait comme vitales. Madame Harcourt, semblait-il, n'avait pas fait l'unanimité. C'était une femme aux opinions tranchées, comme le disait charitablement l'un, une mégère autoritaire, comme le formulait un autre avec moins de tact. Elle s'était disputée à propos d'affaires paroissiales, de limites de jardin, et même de l'achat d'une théière rare lors de la vente aux enchères de l'année précédente. À l'heure du déjeuner, le village était en proie aux spéculations. Le docteur Sims maintenait avec conviction que Madame Harcourt avait été victime d'une crise cardiaque, mais sa déclaration fut accueillie par des plissements de paupières et des murmures. La police, après avoir mené ses premières investigations, semblait disposée à donner raison aux médecins. Pour eux, il s'agissait simplement d'une dame d'âge mûr, plutôt encline à l'excitation, qui s'était effondrée sous la chaleur de la foire. Mais Miss Marple, assise tranquillement à sa table près de la fenêtre, n'était pas satisfaite. Elle avait vécu assez longtemps pour savoir que les événements les plus terribles de la vie se dissimulaient souvent sous les vêtements les plus ordinaires. Elle retourna le manche du parasol dans ses mains. La légère tache violette, une simple poussière, était toujours là, et elle lui piquait l'esprit comme une épine. Plus tard dans l'après-midi, elle rendit visite à Madame Price sous prétexte de rendre un livre emprunté. La conversation, comme Miss Marple s'y attendait, porta presque aussitôt sur la tragédie de la veille. « Choquant, ma chère, vraiment choquant, » dit Madame Price, les yeux brillants derrière ses lunettes, et juste au moment où elle semblait s'y enjouer. Mais entre nous, Lydia Harcourt ne savait jamais quand s'en aller. La semaine dernière encore, elle était à couteau tiré avec le colonel Lasset au sujet de la nouvelle haie dans l'allée du presbytère. Elle en a fait tout un plat. Miss Marple écoutait, les mains jointes sereinement, et demandait de sa voix douce. « Est-ce que beaucoup de gens les ont vus se disputer, je me demande ?» La moitié du village, je ne m'en étonnerais pas. Lydia appréciait vraiment d'être vue. Et le colonel, eh bien, vous savez comment sont les hommes lorsqu'on les défie. Le visage rouge et la poitrine gonflée. C'était exactement le genre de souvenir que Miss Marple espérait recueillir. Chaque querelle de village, aussi insignifiante soit-elle, pouvait jeter son ombre sur des sujets plus sombres. En prenant congé, elle croisa l'inspecteur Graves qui arrivait à la maison des Harcourt. Homme large et vif, Graves l'accueillit avec une impatience courtoise. « Bonjour, mademoiselle Marple. Ne vous préoccupez pas de cette histoire. Le médecin est convaincu que c'est une mort naturelle. »« Vraiment ?» dit Miss Marple doucement. « J'ose dire que les médecins ont souvent raison. Pourtant, inspecteur, je constate toujours que la vérité se cache souvent dans les détails. À peine digne d'attention en réalité. » L'inspecteur sourit avec indulgence, comme on le fait à une vieille dame inoffensive, et continua son chemin. Mais Miss Marple resta un instant immobile, à contempler la porte close de la maison Harcourt. De petites choses, oui. Une dispute dans le chemin, un verre de cordial, une légère touche de lavande là où il n'en fallait pas. En les assemblant soigneusement, on pourrait former un motif. Et Miss Marple, avec sa patience tranquille et sa compréhension perspicace de la nature humaine, était déterminée à voir ce que ce motif révélerait. Ce soir-là, les cloches de Saint-André sonnèrent les vêpres, mais les bancs étaient à moitié vides.
Les villageois s'attardèrent dans leur cuisine et leur salon, parlant à voix basse, répétant des théories et, surtout, se demandant qui parmi eux pouvait en savoir plus qu'ils n'osaient à le dire. Chapitre 3. Un suspect commode. La semaine suivante, le village de Rose Hill était de plus en plus agité. Il n'était pas dans la nature des petites communautés de rester en suspens. La foire à la lavande, autrefois attendue comme le point culminant de l'été, était désormais remémorée avec émotion. Les gens voulurent des réponses, et vite. L'inspecteur Graves, qui n'aimait pas laisser des questions en suspens, leur a donné son accord. Au pub Crown and Rose, il s'entretint avec le colonel Lasset autour d'une pinte. Le colonel, encore indigné par sa dispute avec Madame Harcourt, protesta de son innocence un peu trop bruyamment. « Je te le dis, Graves, cette femme était impossible. Têtue comme une mule. Mais je ne souhaiterais jamais sa mort, malgré toutes ses ingérences dans les fonds de la paroisse. De plus, j'ai un alibi parfait. J'ai passé la majeure partie de la matinée avec le curé à préparer cette satanée tombola. » L'inspecteur hocha la tête, même s'il avait déjà commencé à chercher ailleurs. Une figure plus prometteuse avait attiré son attention. Charles Harcourt, le fils unique de feu Lydia. Charles était un homme d'une trentaine d'années, au visage pâle et studieux, toujours un peu las. Il était revenu à Rose Hill récemment après un séjour à Londres, où, selon la rumeur, il avait vécu au-dessus de ses moyens. Madame Harcourt, fière du prestige de sa famille, lui aurait imposé une certaine discipline financière. Lorsqu'il a été convoqué au poste de police, Charles semblait nerveux, ses mains fines se tordant comme s'ils allaient s'étrangler. « J'aimais ma mère », insistait-il. « Nous n'étions pas toujours d'accord, mais elle était tout ce que j'avais. » L'inspecteur Graves le fixa d'un regard lourd. « Et pourtant, monsieur Harcourt, c'est vous qui lui avez servi le verre de cordial avant son malaise. Plusieurs témoins sont formels sur ce point. » Charles déglutit. « Oui, mais... Enfin, c'était juste de la limonade. »« Je te jure. » Mais sa voix faiblissait, et pour les villageois ce vacillement valait un aveu. Le lendemain matin, des rumeurs circulaient selon lesquelles Charles Harcourt avait été pris en charge par la police. Chez l'épicier, Madame Barton déclara, avec satisfaction. « Eh bien, je savais que c'était lui. Il avait toujours l'air un peu louche, vous ne trouvez pas ? Et les fils ne sont jamais à l'abri du ressentiment quand leur mère tient les cordons de la bourse. » Madame Price pinça les lèvres. « C'est toujours une question d'argent, n'est-ce pas ? Il aura la maison maintenant, bien sûr, à moins qu'elle ne l'ait laissée ailleurs dans son testament, ce dont je doute. Lydia aimait avoir sa famille sous sa coupe. » Miss Marple, qui était occupée à choisir une boîte de thé à ce moment précis, ne dit rien. Elle se contenta de payer ses achats et rentra chez elle par les ruelles du village, réfléchissant tranquillement à ce qu'elle avait entendu. Charles Harcourt dans le rôle du meurtrier. Oui, c'était possible. Mais Miss Marple avait vécu assez longtemps pour savoir que les drames de la vie se résolvaient rarement aussi facilement. Elle pensait à ses mains fines et nerveuses, à ses manières hésitantes, à son manque de détermination, même pour se défendre. Ce n'était pas l'image d'un empoisonneur déterminé. Il devait s'agir de poison. Miss Marple en était désormais presque certaine. La tache violette sur le manche du parasol, bien que faible, évoquait un extrait de lavande, une substance non dénuée de pouvoir à forte dose. Mais comment s'était-elle retrouvée sur le parasol de Madame Harcourt plutôt que dans son verre ? C'était là toute la curiosité. Ce soir-là, Miss Marple invita son neveu Raymond West et sa femme à prendre le thé. Raymond, toujours prêt à donner son avis, déclara que l'affaire était parfaitement simple. De toute évidence, ce type l'a fait. Il voulait de l'argent, il en voulait à sa mère de s'en mêler, et il en a eu l'occasion. C'est un cas d'école, tante Jane. Miss Marple sourit faiblement. « Il semble bien, cher Raymond. Et pourtant, j'ai souvent constaté que l'explication évidente, bien que réconfortante, n'est pas toujours la bonne. » Elle versa le thé, ajoutant du lait avec son soin habituel. « Voyez-vous, les gens agissent rarement par pures intentions. Les ressentiments se mêlent aux sentiments, et les occasions sont souvent le fruit du hasard plutôt que d'un projet. Si Charles Harcourt avait vraiment eu l'intention d'empoisonner sa mère, je pense qu'il ne l'aurait pas fait en pleine fête du village.
Ce n'est pas le genre d'homme timide. Raymond secoua la tête, indulgent. Tu soupçonnes toujours le coupable le moins probable, tante Jane. C'est ta façon de faire. Mais je t'assure que la police ne t'en remerciera pas cette fois-ci. Mais Miss Marple se contenta de sourire à nouveau, le regard pensif. Elle connaissait trop bien la nature humaine pour se contenter des apparences. Quelque part, sous les bavardages et les solutions commodes de la police, la vérité attendait. Et Miss Marple, avec sa discrète persévérance, comptait bien la trouver. Chapitre 4. Sous la lavande. L'inspecteur Graves, ravi d'avoir un suspect en main, n'acceptait guère de nouvelles spéculations. Ses agents se rendirent au domicile des Harcourt pour recueillir des témoignages, tandis que Charles Harcourt restait sous surveillance polie mais persistante. Officiellement, aucune inculpation n'avait encore été portée. Mais dans l'esprit de la plupart des villageois, l'affaire était pratiquement close. Pourtant, Rose Hill, comme tout village, était un lieu à multiples facettes. Grattez sous ses haies lavandes et ses portes d'entrée cirées, et vous découvrirez rancune, déception et rivalité, chacune soigneusement entretenue comme les mauvaises herbes d'un jardin secret. C'est par un après-midi doux, alors que Miss Marple se dirigeait vers le presbytère, qu'elle rencontra de nouveau Madame Barton, cette fois entourée de sa voisine, Madame Littlewood. Elles étaient plongées dans une profonde conversation, impatientes de partager leurs conclusions. « Eh bien, mademoiselle Marple, dit Madame Barton en baissant la voix, bien qu'il n'y ait personne d'autre en vue, je n'ai jamais fait confiance à Charles Harcourt. Vous savez qu'il était en difficulté à Londres ? Il avait emprunté de l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser, paraît-il. Et Lydia, la pauvre femme, le soutenait sans cesse. Ce n'est pas naturel, une mère et son fils en si mauvais termes. Madame Littlewood renifla. J'ai entendu dire que ce n'était pas seulement une question d'argent. On dit que Charles avait une sorte d'attachement à Londres. Une femme pas vraiment convenable. Vraiment ? Murmura Miss Marple, son expression poliment intéressée. Oh oui, poursuivit Madame Littlewood avec enthousiasme, absolument inapproprié. Madame Harcourt a formellement interdit cette relation. Vous n'imaginez pas le ressentiment, se voir privé à la fois d'argent et de bonheur ? C'est le genre de choses que les hommes ruminent. Miss Marple inclina la tête, mais son esprit n'était pas tourné vers Charles. Elle pensait plutôt à Madame Harcourt elle-même et à la façon dont elle avait mené sa vie. Une femme d'une prestance imposante, habituée à diriger sa maison et à dicter les affaires du village. Miss Marple savait que ce genre d'autorité laissait souvent des traces chez ses proches. Au presbytère, mademoiselle Marple trouva le révérend Matthews dans son bureau, le front habituellement placide du vicaire maintenant froncé. Il l'accueillit avec du thé, mais visiblement troublé. « Vous savez, mademoiselle Marple, dit-il, il y a des choses qu'on entend en confidence. Les affaires paroissiales, bien sûr, que je ne répéterai pas. Mais je peux dire ceci. Madame Harcourt n'était pas sans ennemis. Sa fermeté de caractère, admirable à certains égards, ne lui gagnait pas toujours l'affection. La querelle avec le colonel Lassy, par exemple, était plus ancienne qu'on ne le pense. Les limites, l'argent pour les réparations, et même la question de la préséance lors des offices religieux, des détails, certes, mais qui nourrissent le ressentiment. Miss Marple sirota son thé et hocha la tête. C'est remarquable, n'est-ce pas, comme de toutes petites choses peuvent prendre de l'ampleur dans la vie villageoise. J'ai parfois pensé que les grandes villes offraient à leurs citoyens tant de distractions qu'ils en oubliaient leurs griefs. Mais dans un village, on ne peut pas éviter son voisin. Les vieilles blessures restent vives. Le vicaire parut troublé. « Vous ne supposez tout de même pas, mademoiselle Marple, que le colonel Lassay... »« Je suppose que rien pour l'instant, » dit-elle doucement. « Simplement que la nature humaine est pleine de contradictions curieuses. On peut détester une femme du fond du cœur, et pourtant ressentir un choc et une tristesse à sa mort, et on peut l'aimer tendrement, tout en nourrissant inconsciemment une intention de lui faire du mal. » En quittant le presbytère, Miss Marple traversa lentement la pelouse. Le manche du parasol, soigneusement enveloppé dans son réticule, pesait sur ses pensées.
Pourquoi le parasol de madame Harcourt portait-il cette légère trace d'extrait de lavande? Était-ce un contact accidentel ou la preuve d'un acte plus délibéré? Tandis qu'elle réfléchissait, elle aperçut la jeune Alice Fenwick qui passait, les bras chargés de manuels scolaires. La jeune fille s'arrêta timidement. « Oh, mademoiselle Marple, je ne voulais pas écouter, mais j'ai entendu certaines dames dire des choses horribles sur monsieur Harcourt. Mais je ne crois pas qu'il puisse faire une chose pareille. Il semblait toujours si gentil. Quand il rapportait des livres à la bibliothèque, il me demandait toujours des nouvelles de mes leçons. » Miss Marple sourit gentiment. « Votre instinct est peut-être plus sûr que vous ne le pensez, ma chère. La vérité est rarement aussi simple qu'elle le paraît au premier abord. » Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur Rose Hill, on frappa à la porte de Miss Marple. C'était le docteur Sims, chapeau à la main, le visage marqué par l'inquiétude. « Mademoiselle Marple, je dois vous avouer quelque chose qui me trouble. J'ai examiné minutieusement le corps de madame Harcourt, et bien que j'ai diagnostiqué une insuffisance cardiaque, il y avait une certaine amertume sur ses lèvres, un goût que je n'arrivais pas à identifier. De la lavande peut-être, quoique faible. Cela me perturbe. » Les yeux de Miss Marple brillaient, même si elle ne faisait que croiser les mains. « Alors vous avez peut-être fait mieux que la police, docteur. La lavande est plus charmante en sachet, ou sur une haie, mais sans excès sur la langue. » Le docteur Sims fronça les sourcils. Si c'était du poison, et je dis seulement si, la question est, qui l'a administré? Le fils? Le colonel? Quelqu'un d'autre? Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent doucement dans le silence qui suivit. « Voilà, docteur, précisément la question, et je crains que nous ne trouvions pas la réponse dans la précipitation. » Tandis qu'il prenait congé, Miss Marple retourna s'asseoir près de la fenêtre. Dans la pénombre, le village était silencieux, ses maisons propres et ordonnées, ses jardins parfumés. Mais sous cette surface placide, elle en était certaine, se cachaient les racines enchevêtrées de l'envie, de l'orgueil et de ressentiments longtemps entretenus. Et quelque part parmi eux, soigneusement cachée, se trouvait la main qui avait transformé une fête de village en une scène de mort. Chapitre 5. Le filet se resserre. Le Crown and Rose était inhabituellement bondé ce vendredi soir. Fermiers, commerçants et propriétaires se rassemblaient sous ces poutres basses, leur pinte à moitié oubliée, la mort de madame Harcourt occupant toutes les conversations. C'est dans cette atmosphère d'effervescence que l'inspecteur Graves arriva, ses lourdes bottes frappant les dalles avec autorité. Il adressa un bref signe de tête au propriétaire, commanda une demi-bouteille de bitter et laissa les inévitables questions déferler sur lui comme des vagues sur un rivage. « Des nouvelles, inspecteur? L'avez-vous déjà inculpé? » Pauvre Charles, mais j'ose dire que c'est exactement ce que nous pensions, n'est-ce pas? Graves ne confirma pas catégoriquement, mais son silence était éloquent. Il laissa simplement échapper que ces hommes avaient découvert de la correspondance dans les appartements de Charles Harcourt, des lettres de créanciers londoniens, impatientes et insistantes, laissant entendre des dettes bien au-delà de ses moyens. Si l'on ajoute à cela la sévérité bien connue de madame Harcourt en matière financière, l'affaire, aux yeux de l'inspecteur, était pratiquement prouvée. « Motivation évidente, » dit Graves en tirant sa moustache avec satisfaction. Il voulait de l'argent, et elle s'est mise en travers de son chemin. Puis, l'occasion s'est présentée. Il lui a servi le cordial devant tous les témoins. Mesdames et messieurs, cela suffit amplement au ministère public. Il y eut des hochements de tête, des murmures et plus d'un tintement approbateur de verre. Rose Hill, malgré son appétit pour les ragots, avait aussi un goût prononcé pour les solutions subtiles, et Charles Harcourt, pâle et studieux, correspondait parfaitement à l'image que se faisait le village du pêcheur secret. Pourtant, tandis que l'inspecteur Graves siégeait au pub, Miss Marple restait assise tranquillement au coin du feu, écoutant le tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Elle avait discuté plus tôt dans la journée avec madame Archer, qui tenait le stand de pâtisserie de l'Institut des femmes. Madame Archer, avec son ton vif et pragmatique, lui avait rappelé que madame Harcourt ne buvait jamais de cordial aux foires.
Elle disait toujours que c'était trop sucré pour elle, Miss Marple. Elle préférait l'eau plate ou le thé. J'ai été stupéfait de la voir prendre ce verre. Ça m'a surpris presque autant que son évanouissement. Miss Marple avait murmuré son accord, même si intérieurement elle ressentait une pointe d'intérêt. Pourquoi Madame Harcourt, femme d'habitude, avait-elle enfreint sa propre règle ce jour-là? Était-ce par soif sincère ou par une subtile persuasion? Le manche du parasol la troublait encore. L'extrait de lavande, faible mais indéniable, ne tombait pas sur la dentelle par hasard. Soit Madame Harcourt elle-même l'avait manipulé après avoir été en contact avec le poison, soit quelqu'un avait veillé à ce que cette trace demeure, marque négligente de son travail. Miss Marple avait souvent dit que les criminels, comme les femmes de ménage, se trahissaient par les petites choses qu'ils négligeaient. Le samedi matin, Charles Harcourt fut de nouveau convoqué au poste. Il paraissait plus maigre que jamais, les yeux cernés, et face aux preuves de ses dettes, son sang-froid s'effondra. « Oui, oui, je devais de l'argent, » admit-il en se tordant les mains. « Et oui, ma mère a refusé. Mais ça ne veut pas dire que je l'ai tué. Tu ne peux pas croire que je ferais une chose pareille en pleine foire, devant tout le monde. C'est de la folie. » L'inspecteur Graves se renversa dans son fauteuil, peu impressionné. De la folie, peut-être, ou du désespoir. Un homme qui croule sous les dettes est prêt à tout pour se sauver, aussi imprudent soit-il. Charles laissa tomber son visage dans ses mains. Si vous me croyez coupable, rien de ce que je dirai n'aura d'importance. Mais je jure sur mon honneur que j'ai aimé ma mère. Je n'ai jamais... Sa voix se brisa et il se tut. Grave quitta l'entretien satisfait. Il n'avait pas besoin d'aveu tant les faits, tels qu'il les percevait, étaient clairs. Cet après-midi-là, Miss Marple se rendit au cimetière pour entretenir le petit carré qu'elle gardait en mémoire de ses parents. Elle trouva le colonel Lasset déjà là, son bâton pointant avec irritation le chemin de gravier. « Trop horrible, Miss Marple, terrible, » grommela-t-il. « Mais l'inspecteur a raison, vous savez. C'est le garçon qui a fait ça. Il ne lui a jamais fait confiance. Il traînait toujours avec ses livres et sa mélancolie. » Miss Marple redressa un rosier et répondit doucement. « C'est curieux, n'est-ce pas, colonel, de voir à quel point nous nous méfions souvent de ceux qui se contentent de se taire, alors que les bruyants et les fanfaronnants sont considérés comme inoffensifs, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. » Le colonel grogna, peu convaincu. En rentrant chez elle, Miss Marple songea à des schémas récurrents. Dettes, querelles, héritage, autant de motifs familiers. Mais quelque chose, dans ce cas précis, semblait trouble. Pourquoi un homme coupable se présenterait-il si impuissant devant l'inspecteur, au lieu de lui inventer une histoire convaincante? Et pourquoi Madame Harcourt, si ancrée dans ses habitudes, accepterait-elle un doux cordial contre son habitude? Elle s'arrêta devant le portail de son jardin et regarda le village. Rose Hill semblait plus paisible que jamais, ses maisons impeccables, ses cheminées fumant paisiblement. Pourtant, Miss Marple savait bien que la paix était souvent illusoire. Quelque part, derrière l'une de ces portes bien rangées, quelqu'un détenait le secret de la mort de Lydia Harcourt. Et elle, Jane Marple de St. Mary Mead, avait l'intention de le trouver, même si elle le ferait doucement, poliment et à sa manière tranquille. Chapitre 6. L'enquêteur silencieux. Le dimanche matin à Rose Hill s'est levé avec une sérénité guindée. Les cloches de Saint-Andrew ont sonné comme d'habitude, et les villageois se sont rangés docilement sur les bancs. Mais au-delà des hymnes et des prières, tous les esprits étaient rivés sur le même sujet. Charles Harcourt et sa prétendue culpabilité. Miss Marple était assise à sa place habituelle, au fond, son chapeau à voilette discret, son recueil de cantiques bien en main. Pourtant, son regard était attentif. Elle remarqua la façon dont le colonel Lasset fronçait les sourcils lorsque le nom de Charles était mentionné dans les prières du vicaire, la façon dont Madame Littlewood murmurait derrière son éventail, la façon dont la jeune Alice Fenwick, assise à côté de sa mère, se mordait la lèvre comme pour retenir ses larmes.
Ce n'étaient pas de simples gestes de dévotion, c'étaient de minuscules fenêtres sur la vérité humaine. Après la cérémonie, Miss Marple s'attarda dans le cimetière. Les villageois se rassemblèrent en groupe, la voix basse mais pressante. L'inspecteur, debout près de la porte de la Liche, accepta leur hochement de tête approbateur avec une profonde satisfaction. Il ne remarqua pas Miss Marple s'arrêter près de la pierre tombale d'un vieux paroissien et se pencher comme pour ranger les fleurs. C'est là, accroupie discrètement, qu'elle entendit Madame Archer parler sèchement à Madame Price. « Eh bien, je dirais ceci. Lydia Harcourt était déterminée à obtenir ce qu'elle voulait. Ce concours de gâteaux, par exemple. Elle a insisté pour que son biscuit au citron soit présenté, alors que la pauvre femme n'avait pas cuisiné depuis des années. Elle en a commandé un à la boulangerie du village et l'a fait passer pour le sien. Quelle audace, à mon avis. » Madame Price haleta, ravie. « Sûrement pas ? » ?»« Bien sûr que oui, » rétorqua Madame Archer. « Et quand je l'ai mise au défi, elle a dit qu'elle ferait ce qu'elle voulait, institut des femmes ou pas. Croyez-moi, elle s'est fait des ennemis à plus d'une femme avec ses absurdités. » Miss Marple se redressa lentement, le visage calme, mais l'esprit alerte. Une dispute pour un gâteau éponge pouvait paraître anodine. Pourtant, elle savait pertinemment comment de petites humiliations pouvaient dégénérer en quelque chose de plus sombre. Cet après-midi-là, elle rendit visite à Madame Barton. Sous prétexte de lui demander un modèle de tricot, elle orienta la conversation, comme elle le faisait si souvent, vers Madame Harcourt. « Vous avez toujours été proche d'elle, n'est-ce pas, Madame Barton ?» demanda Miss Marple, ses aiguilles remuant sereinement sur ses genoux. Madame Barton renifla. « Prêt ? » ?»« Pas du tout, Miss Marple. Elle aimait à croire qu'elle était maîtresse de tout. La foire, le bazar de l'église, même la façon de disposer les chrysanthèmes. Mais je peux vous dire une chose. Elle s'est disputée avec Madame Archer à propos de ce gâteau, et avec Madame Littlewood à propos des prix de la tombola. Des disputes de tous côtés, à mon avis. La seule personne qu'elle n'a jamais grondée, c'était sa servante, Edith. Douce comme une souris, cette fille. » Les aiguilles de Miss Marple claquaient pensivement. Une servante. Discrète, observatrice, souvent négligée, de telles personnes, avait-elle appris, voyait parfois plus que ce qu'on soupçonnait. Le lendemain matin, Miss Marple parvint à retrouver Edith près de la pompe, près de la ruelle. La jeune fille, timide et pâle, fit une révérence respectueuse. « Vous devez trouver la maison très calme maintenant, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Oui, mademoiselle, » murmura Edith. « Monsieur Harcourt ne parle pas beaucoup. Il reste assis avec ses livres. Il a toujours été gentil avec moi, cependant. Madame Harcourt, elle était exigeante. » La voix de Miss Marple s'adoucit. « Particulièrement en quoi ?» Edith hésita, puis murmura. Elle refusait de donner un sou à Monsieur Harcourt sans savoir comment il le dépensait. Une fois, elle a même caché son chéquier. Il était tellement bouleversé, mais il n'a jamais crié. Il est devenu tout pâle, comme s'il était malade. « Et le jour de la foire ?» demanda Miss Marple d'un ton décontracté. Les yeux d'Edith s'écarquillèrent. « Oh, mademoiselle, je l'ai vu laisser tomber son ombrelle près du stand de lavande. Un flacon est tombé de son sac. Un petit flacon avec un bouchon. Elle l'a saisi d'un coup sec, comme si elle ne voulait pas que quiconque le voie. Je croyais que c'était juste un parfum. Elle adorait la lavande. » Les doigts de Miss Marple se crispèrent sur son réticule, sans qu'elle en ait manifesté le moindre signe. Un flacon, à l'extrait de lavande, et en possession de Madame Harcourt avant sa mort. C'était une toute autre histoire que l'histoire savante de la trahison d'un fils racontée par l'inspecteur. Elle tapota gentiment la main d'Edith. « Merci, ma chère. Tu m'as été d'une grande aide. » En rentrant chez elle, Miss Marple s'autorisa un léger sourire. La nature humaine était toujours son meilleur guide. Les gens mentaient, certes, mais leurs habitudes les trahissaient. Une dispute à propos d'un gâteau, le souvenir d'une bouteille, par une servante, le changement soudain d'habitude d'une femme de ménage lorsqu'elle prend un cordial. Chaque fragment était infime, mais elle commençait déjà à entrevoir comment il pouvait former un motif. Et les schémas, Miss Marple le savait.
ne mentait jamais. Chapitre 7. Une seconde ombre. Le village de Rose Hill, bien que calme en apparence, était une véritable poudrière. L'inspecteur Graves pressant Charles Harcourt, les villageois ressentaient une satisfaction morose. Pourtant, sous cette pression, l'atmosphère semblait chargée, comme si quelque chose de plus était sur le point de se produire. C'est ce qui s'est passé. Par un mercredi soir humide, le Crown and Rose était à nouveau animé de conversation lorsqu'une agitation éclata soudain dans le salon du fond. Le colonel Lasset, le visage rouge et haletant, tituba de sa chaise, se tenant la gorge. Son verre de whisky s'écrasa au sol, le liquide ambré s'infiltrant dans les dalles. « Allez chercher le docteur Sims !» cria quelqu'un. Le colonel est tombé malade. Quelques instants plus tard, le médecin arriva, appelé par un garçon de course essoufflé. Il se pencha sur le colonel, l'examina rapidement et déclara, avec soulagement cette fois, qu'il ne s'agissait pas d'une crise mortelle. « Un peu d'irritation dans la boisson, peut-être, » murmura-t-il en fronçant les sourcils, « mais pas assez pour causer des dommages durables. » Malgré tout, l'incident jeta un voile d'inquiétude sur la taverne. Pour la deuxième fois en 2 semaines, le poison était murmuré sur toutes les lèvres. Au matin, Rose Hill était en effervescence. Certains murmuraient que c'était la preuve de la culpabilité de Charles Harcourt, que le jeune homme avait cherché à faire taire l'un des principaux adversaires de sa mère. D'autres se demandaient, avec plus d'inquiétude, si quelque chose de plus sombre n'était pas en jeu. Une main frappant 2 fois, sans se soucier de qui pourrait être le suivant. L'inspecteur Graves s'appuya sur la première explication. « Voyez-vous, mademoiselle Marple ?» dit-il fermement lorsqu'ils se rencontrèrent près de la poste. « C'est clair comme de l'eau de roche. Harcourt a tué sa mère, et maintenant il essaie de se débarrasser d'un témoin. Le colonel Lasset a témoigné de leur dispute, n'est-ce pas? C'est un mobile suffisant. » Miss Marple, son panier de course bien en équilibre sur son bras, sourit doucement. « C'est une explication claire et nette, inspecteur. Et pourtant, ces explications claires ne cachent-elles pas parfois un désordre profond ?» Graves fronça les sourcils mais rejeta sa remarque. Miss Marple, cependant, fut profondément frappée par l'incident. Un empoisonnement peut être un hasard, 2 fois imprémédité. Mais tenter un second empoisonnement si tôt, alors que les soupçons brûlaient déjà contre Charles, lui semblait le comble de la folie. À moins que, et ici ses yeux brillèrent de faiblement. Le but ne fut précisément celui-là, renforcer les accusations contre lui. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple prit le thé avec Madame Archer, qui était plus que disposée à décrire la scène au Crown and Rose, avec des détails à couper le souffle. Le colonel semblait aussi frais que la pluie, jusqu'à ce qu'il ait bu 1 ou 2 gorgées. Puis, rouge comme une tomate, il s'étouffa et crachota. Quel spectacle! J'ose dire que cela l'effrayait plus que nous tous. Et le plus étrange, ce verre n'avait pas été servi par le propriétaire, mais par le jeune Tom, le garçon de café. Le colonel Lasset lui-même l'avait renvoyé le chercher. « En effet, » murmura Miss Marple. « Et Tom a-t-il été vu en train de manipuler la bouteille de whisky? » « Oh oui, et il était pâle après. Le pauvre garçon était hors de lui, certain qu'on lui en voudrait. » Miss Marple conservait précieusement ce détail. Un garçon effrayé, une boisson préparée de façon inhabituelle, un colonel qui s'était disputé violemment avec Madame Harcourt. C'était un nouveau point dans la tapisserie. Ce soir-là, de retour dans son salon, Miss Marple examina une fois de plus le manche du parasol, légèrement taché de lavande. 2 tentatives, 2 victimes de dispute avec Madame Harcourt, et un schéma se dessina. Quelqu'un, pensa-t-elle, était assez malin pour se servir des ragots du village comme camouflage, laissant les soupçons dériver à sa guise, tout en gardant les mains libres. En posant son tricot, Miss Marple s'autorisa un rare et doux soupir. Elle avait déjà vu cela. Les petits ressentiments venimeux de la vie villageoise se muaient en actes de violence. Mais qui, parmi les habitants apparemment ordinaires de Rose Hill, était capable d'un tel projet? Les cloches de Saint-André sonnèrent l'heure. Dehors, le village dormait. Mais dans l'esprit de Miss Marple,
Les pièces du puzzle se mirent en place tranquillement. Une seconde ombre s'était abattue sur Rose Hill, et avec elle, la certitude que la vérité était loin d'être simple. Chapitre 8. L'affaire de la police. L'inspecteur Graves n'était pas d'humeur à s'interroger. Le jeudi matin, il avait de nouveau convoqué Charles Harcourt au poste, et la moitié du village était déjà au courant avant même que le pauvre jeune homme ne franchisse le seuil. Graves a exposé ses preuves avec une satisfaction solennelle. Votre mère meurt, monsieur Harcourt, dans des circonstances qui suggèrent un empoisonnement. Quelques jours plus tard, le colonel Lasset, qui s'était violemment disputé avec elle et avait témoigné contre vous, a failli être tué de la même manière. Et les 2 fois, vous étiez présent. Vous voyez ce que ça donne, n'est-ce pas? Charles, pâle et tremblant, protesta faiblement. « Mais je n'ai rien à voir avec le whisky du colonel. Je n'ai presque pas parlé à cet homme depuis la foire. Inspecteur, vous devez me croire. Je ne suis pas un meurtrier. » Mais Graves fronça les sourcils, sceptique. À ses yeux, l'affaire se resserrait comme un nœud coulant. Et ce soir-là, dans le confort du Crown and Rose, les villageois hochèrent la tête avec sagesse en sirotant leur pinte. C'était bien ce qu'ils pensaient. Le fils était coupable, et la seconde attaque le prouvait. Mais Miss Marple pensait autrement. Assise près du feu, elle observait les conversations qui tournoyaient autour d'elle. Les gens aspiraient à la certitude. Cela les apaisait, mais une certitude trop facile à obtenir était rarement digne de confiance. Le lendemain, elle se rendit à la boulangerie, où l'odeur du pain chaud flottait dans la rue. Derrière le comptoir se tenait M. Pritchard, la farine encore saupoudrant ses manches. « Bonjour, Monsieur Pritchard, » dit mademoiselle Marple d'un ton aimable. « J'ai appris que madame Harcourt vous avait commandé un gâteau éponge pour la foire. » Pritchard ricana d'un air contrit. « C'est vrai. Elle voulait que ce soit frais comme un sou neuf et insistait pour que ça reste secret. Payé en liquide en plus. Il trouvait ça un peu bizarre. Lydia Harcourt n'aimait pas admettre qu'elle ne savait pas faire quelque chose elle-même. « A-t-elle par hasard commandé autre chose chez vous? Des arômes ou des extraits ?»« De l'eau de lavande, » dit Pritchard après un moment de réflexion. Elle l'avait demandé exprès. Elle disait qu'elle la voulait pour son linge. Mais je me souviens qu'elle tenait la bouteille comme un objet précieux. Elle l'a glissée dans son sac. Miss Marple inclina la tête, ses soupçons confirmés. De nouveau de la lavande. La légère tache sur l'ombrelle n'était pas un hasard. Madame Harcourt elle-même avait emporté l'extrait. Mais pourquoi? Et avait-elle peut-être causé sa propre perte? Miss Marple y réfléchit attentivement. Parfois, une femme habituée à contrôler les autres se croyait capable de tout gérer, même de manipuler des substances qu'elle ne comprenait guère. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se rendit chez les Harcourt et demanda à voir Edith, la femme de chambre. La jeune fille la conduisit nerveusement dans le salon, où la poussière commençait déjà à s'accumuler sur la porcelaine intacte. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « j'ai cru comprendre que madame Harcourt avait l'habitude de garder certaines choses sous clé. Un chéquier peut-être, et d'autres objets aussi. » Edith hocha la tête avec hésitation. « Oui, mademoiselle. Elle avait un petit tiroir dans son secrétaire. Elle gardait les clés près d'elle. Je n'y ai jamais touché, mais je l'ai vue y mettre ce flacon de lavande une fois. L'a-t-elle déjà utilisé avant la foire? » Edith fronça les sourcils. « Pas que j'ai vu, mademoiselle. Seulement ce matin-là, quand elle l'a mis dans son sac. Elle était dans tous ses états, en retard pour le jugement, et réprimandait Monsieur Harcourt pour sa cravate mal ajustée. » Le regard de Miss Marple s'adoucit, malgré ses pensées perçantes. Un flacon d'extrait de lavande, un comportement secret, une femme querelleuse habituée à soumettre les autres à sa volonté. Elle rangea les détails, comme des fils dans son panier à tricot. Ce soir-là, assise près du feu, elle songea à la satisfaction de l'inspecteur et au ragot des villageois. La police croyait avoir trouvé son homme. Les villageois étaient ravis d'être d'accord. Pourtant, la vérité, Miss Marple la sentait aussi profondément qu'elle sentait la laine entre ses doigts, était tout autre.
Le véritable meurtrier était encore caché, protégé par la simplicité même du dossier contre Charles Harcourt. Mais pas pour toujours. Chapitre 9. Lettres et mensonges. C'était une matinée froide à Rose Hill lorsque Miss Marple se retrouva à la poste, soi-disant pour récupérer un colis de laine. Miss Harriet Price, l'œil vif derrière le comptoir, le lui tendit avec sa vivacité habituelle, non sans s'être penchée avec confidence sur le bois poli. « Vous avez sans doute entendu, mademoiselle Marple, qu'ils ont fouillé les papiers de madame Harcourt. Edith a laissé échapper que la police en avait pris des cartons. Je suis sûr qu'ils trouveront d'autres preuves de la méchanceté de Charles. » Le visage de Miss Marple affichait sa douceur habituelle. Quelle minutie de leur part, ma chère. Et pourtant je me demande si le passé ne révèle pas souvent d'autres choses plus inattendues. Elle n'eut pas à attendre longtemps avant qu'une telle histoire ne lui parvienne. Cet après-midi-là, le docteur Sims, de plus en plus inquiet à ce sujet, passa à son cottage sous prétexte d'apporter un recueil de sermons. Au cours d'une tasse de thé, il s'éclaircit la gorge avec gêne. « Je ne devrais vraiment pas en parler, mademoiselle Marple, mais je crains l'injustice. Un des agents m'a confié avoir découvert des lettres dans le secrétaire de madame Harcourt. De vieilles lettres, d'un gentleman, et non de son mari. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Vraiment ? » ?»« D'un certain Geoffrey Stansfield, un nom dont je me souviens il y a des années, un notaire à Bath. Le ton des lettres était affectueux, très affectueux. Je crois qu'elle datait d'avant la naissance de Charles. Si le garçon en a jamais eu connaissance, ou si Lydia a craint qu'elle ne soit révélée, eh bien cela pourrait expliquer beaucoup de choses. Miss Marple remuait son thé, pensive. L'orgueil humain, elle le savait, était souvent plus âpre que l'argent. Une femme autoritaire avec une indiscrétion cachée était une créature vulnérable, et de telles lettres, si elles tombaient entre de mauvaises mains, pouvaient constituer un puissant mobile de meurtre. Le lendemain, Miss Marple rendit visite à madame Littlewood, qui était déjà bien informée de la nouvelle. « Oh, Miss Marple, » dit-elle avec enthousiasme, « quel scandale! Imaginez Lydia Harcourt dans une correspondance à la limite du romantisme, et dire qu'elle se faisait passer pour un modèle de droiture. Si son défunt mari avait su, il aurait été furieux. Peut-être que quelqu'un voulait utiliser ces lettres contre elle. Du chantage, vous ne croyez pas ? » « Le chantage n'est pas inconnu dans les villages, » acquiesça doucement Miss Marple, « même s'il se manifeste souvent plus par des murmures que par des faits. Pourtant, je me demande qui connaissait l'existence des lettres. » Madame Littlewood pinça les lèvres. « Eh bien, colonel Lacey, peut-être. Lydia et lui s'étaient souvent affrontés. Ou même madame Archer. Elle se targuait de flairer tous les scandales. Oh, et il y a la femme du pasteur, même si elle n'admettrait jamais écouter aux portes. Ça pourrait bien représenter la moitié de la paroisse. » Miss Marple inclina la tête. Les ragots étaient un outil malin, mais ils s'écartaient souvent de la vérité. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas qui imaginait le scandale, mais qui avait manipulé Hill. Plus tard dans la soirée, elle tricotait tranquillement, tandis que le feu baissait. Elle se remémorait l'histoire angoissée d'Edith concernant le flacon de lavande, le souvenir du boulanger d'une commande secrète de gâteaux, et maintenant ces lettres. On aurait dit que madame Harcourt, si autoritaire en apparence, avait tissé un réseau de petites tromperies autour d'elle. Des tromperies que d'autres pourraient exploiter. Et pourtant, les aiguilles de Miss Marple claquaient plus fort. Tromperie n'était pas synonyme de culpabilité. Transformer le ressentiment en poison exigeait plus que cela. Patience, calcul et surtout, savoir. Elle repensa au second incident, le whisky du colonel, et à sa maladresse. Trop maladroit pour la main d'un empoisonneur prudent. Non, c'était du théâtre, une mise en scène destinée à renforcer les soupçons sur le pauvre Charles. Le véritable criminel était plus malin, caché derrière les ragots, se contentant de laisser les autres se chamailler. Miss Marple posa son tricot et joignit les mains. « Il y a quelque chose qui ne va pas, » se dit-elle doucement. « Et quand ça ne va pas, il faut chercher la maille qui a lâché. » Elle se leva, tira les rideaux et se prépara à aller se coucher. Mais son esprit était loin d'être en paix. Pour la première fois,
Elle se sentit approcher du cœur du puzzle. Les lettres, la lavande, les querelles, chacune était une pièce du motif. Et les motifs, Miss Marple le savait, avaient tendance à se révéler d'un coup. Chapitre 10. Miss Marple teste les eaux. Le matin était frais et clair, lorsque Miss Marple se promenait dans la rue principale de Rose Hill, son panier au bras et l'air placide. Aux yeux des passants, elle ressemblait à une gentille vieille dame faisant ses courses. Pourtant, chaque pas, chaque pose était soigneusement choisi. Sa première visite fut au presbytère, où Madame Matthews l'accueillit avec du thé et une assiette de gâteau aux graines. Miss Marple sirota lentement, les yeux rivés sur le visage troublé de la jeune femme. « J'imagine, Madame Matthews, dit-elle doucement, que vous devez avoir du mal à suivre tous les bavardages du village ces derniers temps. » Madame Matthews rougit. « Oh, Miss Marple, les gens parlent, mais je dois dire que Lydia Harcourt n'était pas toujours charitable. Elle aimait rappeler aux autres leurs défauts. » « En effet, acquiesça doucement Miss Marple, et j'ai entendu dire qu'elle gardait aussi beaucoup de choses pour elle. Des choses privées, comme des lettres. » La tasse de thé de la jeune femme tremblait dans sa soucoupe. « Des lettres ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. » Miss Marple sourit gentiment. « Oh, j'ose dire que ce n'est rien, mais les secrets d'un village finissent toujours par être révélés au grand jour, n'est-ce pas ? Et parfois, ceux qui les découvrent plus tôt que les autres en révèlent plus qu'ils ne le souhaitent. » Madame Matthews pinça les lèvres et changea de sujet. Mais l'étincelle d'inquiétude dans ses yeux suffisait à Miss Marple pour le remarquer. Sa visite suivante fut chez Madame Archer, occupée à disposer des chrysanthèmes dans son couloir. « Vous savez, Miss Marple, » commença aussitôt Madame Archer, « j'ai dit dès le début que c'était Charles Harcourt, ses dettes et son air boudeur. Il sera pendu, croyez-moi. » Miss Marple pencha la tête. « Peut-être, mais je me demande, Madame Archer, auriez-vous remarqué le sac de Madame Harcourt à la foire ? J'ai entendu dire qu'elle portait quelque chose d'inhabituel ce jour-là. » Madame Archer marqua une pause, ses ciseaux à mi-chemin d'une tige. « Son sac ? Eh bien oui, elle s'en occupait assez souvent. Je croyais que c'était une vanité, comme si elle portait des bijoux. Mais non, ce n'était qu'un petit flacon. Il sentait fort la lavande quand elle la laissait tomber. Vraiment entêtant. »« Ah !» dit doucement Miss Marple, les yeux pétillants. « Vous l'avez vu lâcher alors, comme vous êtes perspicace. » Madame Archer se raidit, soudain consciente qu'elle avait révélé plus que prévu. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple rencontra le colonel Lasset sur le green. Il la salua avec son air habituel, même si son bâton frappait sans cesse le sol. « C'est absurde, Miss Marple, cette histoire de lettres et de lavande. Graves a raison. Le garçon est coupable, et plus tôt il sera incarcéré, mieux ce sera. » Le ton de Miss Marple était doux. « C'est réconfortant, n'est-ce pas, que l'affaire soit si bien réglée. Et pourtant, colonel, vous-même avez failli être empoisonné. Quel choix curieux, n'est-ce pas, pour un homme déjà soupçonné de se risquer à une attaque aussi audacieuse. » Le colonel rougit. « Ce type a peut-être perdu la tête. » « Ou bien, dit Miss Marple avec une insistance des plus discrètes, peut-être qu'une autre personne a cherché à s'assurer que les soupçons resteraient infondés. Une ruse astucieuse, vous devez l'admettre. » Le colonel grogna, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. Miss Marple laissa le silence s'installer juste assez longtemps avant de lui souhaiter poliment une bonne journée. À son retour, le panier de Miss Marple était encore à moitié plein de courses non faites. Pourtant, son esprit était bien approvisionné. L'inquiétude de Madame Matthews, la révélation insouciante de Madame Archer, les fanfaronnades du colonel, chaque chose était un fil conducteur qu'elle gardait précieusement caché. Elle s'installa de nouveau près du feu, ses aiguilles à tricoter étincelant dans la lueur. Un motif se dessinait, faible mais net. Quelqu'un à Rose Hill était trop prompt à condamner, trop prompt à orienter les soupçons, trop indifférent à ce qu'il savait. Et quand les gens étaient négligents, Miss Marple le remarquait toujours. Chapitre 11. Papier disparu.
Le samedi s'annonça gris et incertain, avec des nuages bas au-dessus de Rose Hill. En milieu de matinée, une vague de nouvelles parcourut le village plus vite que le chariot à laine dévalait la rue. Les lettres d'Harcourt, ces documents chuchotés et scandaleux, avaient disparu. Edith, pâle et tremblante, fut celle qui donna l'alerte. Elle raconta aux gendarmes qui faisaient sa ronde que le tiroir du secrétaire, une fois verrouillé, avait été forcé. Tous les papiers avaient disparu. À midi, l'inspecteur Graves s'empressait de tonner à la maison des Harcourt. Ses bottes résonnaient sur le carrelage, tandis qu'il interrogeait Edith, Charles et même le jardinier. Mais aucune réponse ne le satisfaisait. « Pratique, n'est-ce pas ?» murmura Graves d'une voix sombre dans la cuisine, tandis que la moitié du village tendait le cou à la porte du jardin. « Les preuves disparaissent juste au moment où elles pourraient s'avérer utiles. Et à qui profitent-ils? À l'homme soupçonné, bien sûr. » Charles Harcourt, épuisé et épuisé, protesta avec angoisse. « Je n'en savais rien. Je savais à peine que de telles lettres existaient. Crois-tu que je serais assez fou pour cambrioler le bureau de ma mère, sous bonne garde, alors que tout le village me surveille comme un faucon ?» Graves le congédia d'un air renfrogné, mais d'autres villageois n'en étaient pas si convaincus. Au bureau de poste, Madame Price se pencha vers Madame Barton par-dessus le comptoir. Ça aurait pu être Charles, oui, mais si ce n'était pas le cas, et si quelqu'un d'autre craignait ce que ces lettres pourraient révéler. Madame Barton hocha gravement la tête. Et qui serait-ce, à votre avis? Quelqu'un qui y était mentionné? Ou quelqu'un qui pourrait les utiliser pour faire du chantage, peut-être? Miss Marple, qui se tenait silencieusement derrière eux avec son paquet de timbres, esquissa un léger sourire. Les ragots, pensa-t-elle, avaient tendance à frôler la vérité sans la toucher. Cet après-midi-là, elle rendit visite au docteur Sims sous prétexte de discuter d'un tonique pour ses roses. Le médecin, troublé et agité, lui avoua ce qui le pesait. « Cela me trouble, Miss Marple. Ces lettres n'étaient pas seulement sentimentales. Elles mentionnaient de l'argent, des transferts d'argent, si je me souviens bien, des sommes importantes envoyées à Lydia Harcourt il y a de nombreuses années. Si quelqu'un dans ce village en avait connaissance, il pourrait très bien faire en sorte que leur contenu ne soit jamais révélé au grand jour. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « L'argent est un mobile puissant, docteur, même si, d'après mon expérience, c'est rarement le seul. L'orgueil, l'envie, le ressentiment, ce sont souvent ces motivations qui sont les plus à l'origine du meurtre. » De chez le médecin, elle se dirigea vers le pré où elle rencontra la jeune Alice Fenwick. La jeune fille hésita, puis lança. « Mademoiselle Marple, j'ai vu quelqu'un près de la maison des Harcourt hier soir. Une ombre qui se glissait par le portail latéral. J'ai cru que c'était le colonel, mais je n'en étais pas sûr. » Miss Marple posa doucement la main sur le bras de la jeune fille. « Tu as bien fait de remarquer, ma chère. Parfois, c'est dans ces petites observations que réside la vérité. » Ce soir-là, de retour dans son salon, Miss Marple était assise à son tricot. Une averse faisait trembler les fenêtres, mais elle avait l'esprit clair. Les lettres disparues changèrent tout. Leur absence suggérait non seulement la connaissance, mais aussi la peur. Quelqu'un, quelque part à Rose Hill, ne pouvait pas risquer que leur secret soit révélé. Et ce quelqu'un, soupçonnait Miss Marple, était aussi la main qui avait guidé le verre de Madame Harcourt et le whisky du colonel Lasset. Elle se pencha en arrière. Les aiguilles s'arrêtèrent dans ses mains. « Un voleur pour couvrir un meurtrier, » murmura-t-elle. « Oui, le schéma commence à se dessiner. » Chapitre 12. Soupçon à la porte. La pluie de la veille avait laissé Rose Hill resplendissante de propreté, mais la conscience du village était loin d'être tranquille. Au petit déjeuner, une nouvelle rumeur se répandait de porte en porte. Edith, la servante des Harcourt, avait été vue près du secrétaire la veille de la disparition des lettres. Chez l'épicier, Madame Barton était vive dans son jugement. Les domestiques en savent toujours plus qu'ils ne le devraient. Aussi discrète qu'elle paraisse, Edith avait toutes les chances de le faire. Qui d'autre aurait pu s'infiltrer dans la maison sans se faire remarquer? Madame Price hocha la tête d'un air entendu. « Et si les lettres mentionnaient de l'argent, eh bien, la tentation est forte chez les jeunes. Elle les a peut-être vendues. » Au milieu de la matinée,
L'inspecteur Graves frappait de nouveau à la porte d'Harcourt, la moustache hérissée. Edith, les yeux écarquillés et tremblante, se tenait dans le couloir, tordant son tablier. « On t'a vu près du secrétaire, » aboya Graves. « Que faisais-tu » ? J'étais en train de dépoussiérer, monsieur, balbutia Edith. Madame Harcourt était toujours très exigeante avec la poussière. Mais je n'ai jamais touché au tiroir, jamais. Je vous le jure. Graves ne semblait pas convaincu. On verra ce qu'en pense le magistrat. Charles Harcourt, pâle et épuisé, protesta. Inspecteur, Edith n'est pas une voleuse. Elle a servi ma mère fidèlement pendant des années. Si elle dit ne pas les avoir pris, je la crois. Votre croyance, monsieur, a peu de poids, rétorqua Graves d'un ton sombre. Le village, toujours avide d'un changement dans son drame, tourna alors son regard vers Edith. La pauvre fille, trop timide pour se défendre, trop humble pour inspirer la loyauté. Les voisins chuchotaient, les yeux plissés, tandis qu'elle faisait ses courses. Seule Miss Marple semblait impassible. Cet après-midi-là, elle trouva Edith dans la ruelle, assise sur une marche de pierre, la tête entre les mains. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple, « ne perdez pas courage. La vérité finit toujours par éclater malgré les bavardages. Dites-moi, quand vous avez vu Madame Harcourt avec le flacon de lavande, y avait-il quelqu'un d'autre à proximité ?» Edith leva son visage baigné de larmes. « Oui, mademoiselle. Le colonel Lasset était juste derrière la haie, et Madame Archer était à son étal. Mais il y avait tellement de monde que personne ne semblait le remarquer. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Oh, mais quelqu'un l'a fait, mon enfant. Il y a toujours quelqu'un qui remarque, et parfois il en remarque trop. » Ce soir-là, assise à son tricot, Miss Marple repensa aux événements de la journée. Graves se contentait de laisser les soupçons peser sur une servante effrayée. Les villageois aspiraient à un nouveau scandale. Pourtant, l'histoire d'Edith sonnait juste. Miss Marple avait vu trop de domestiques injustement accusés pour prendre la culpabilité pour une simple opportunité. Le véritable coupable, pensait-elle, resserrait le nœud. Mais dans leur empressement, il s'était révélé plus qu'il ne le pensait. Elle posa ses aiguilles et regarda le feu. « Il est temps, » murmura-t-elle, « de rassembler les fils. Une question par-ci, un mot par-là, et le motif se dévoilera d'une clarté éclatante. » Ses yeux brillaient à la lumière de la lampe. Le piège, prudemment et silencieusement, commençait à prendre forme. Chapitre 13. Le thé au presbytère. Le salon du presbytère était empli du parfum des jacinthes et du murmure des conversations polies. Madame Matthews s'était laissée convaincre par Miss Marple, avec douceur mais fermeté, d'organiser une petite réunion. Rien de plus grandiose qu'une fête, juste du thé et des gâteaux aux graines pour une poignée de voisins. Mais Miss Marple, assise à sa place habituelle et discrète près du feu, l'avait arrangé avec soin. Le colonel Lasset se tenait près de la fenêtre, sa canne tapant irritément sur le sol. Madame Archer, ronde et affairée, s'emparait du canapé comme d'un trône. Madame Price s'agitait près du plateau de thé, tandis que Charles Harcourt, assis raide dans un coin, pâle mais déterminé, servait les tasses. Edith, timide comme toujours, sous la supervision de Madame Matthews. La conversation a dérivé, comme Miss Marple le savait, vers Lydia Harcourt. C'était une femme de pouvoir, certes, déclara Madame Archer, mais je ne peux pas faire semblant de regretter son côté autoritaire. La foire était sa scène, et nous étions tous obligés de jouer son jeu. Le colonel Lasset grogna. Vieux dragon au caractère rauque. Pourtant, elle ne méritait pas, enfin, ce qui lui est arrivé. Pourtant, si son fils avait tenu ses comptes en règle, rien de tout cela ne serait arrivé. Charles tressaillit mais ne dit rien. C'est alors que Miss Marple, ses aiguilles à tricoter étincelant, parla de sa voix la plus douce. Ce matin encore, je pensais à la façon dont Madame Harcourt était si exigeante. Elle avait toujours son extrait de lavande sur elle, n'est-ce pas? Même le jour de la foire, quand elle l'a laissé tomber près du parasol. Curieux, en effet,
puisque le docteur Sims m'a dit qu'il ne s'agissait pas seulement de lavande, mais d'un mélange bien plus fort. De quoi donner la nausée, voire pire. Elle laissa les mots tomber dans le silence comme des cailloux dans une mare. Autour d'elle, elle sentit une vague de malaise. Madame Price haleta. « Mixte, voulez-vous dire empoisonné ?» Miss Marple sourit faiblement. « Apparemment. Même si seule une personne ayant manipulé cette petite bouteille l'aurait su. Pourtant, c'était assez facile à trafiquer, n'est-ce pas? On pouvait ajouter une goutte ici ou là, pendant que les autres étaient distraits au stand. » Elle se pencha à nouveau sur son tricot, comme si de rien n'était. Mais elle regardait. Le colonel Lacey s'agita, mal à l'aise, et son bâton frappa plus fort. Le visage rond de Madame Archer pâlit sous le phare. Madame Matthews jeta un regard nerveux à son mari. Et puis, un léger scintillement. La main de Madame Archer, tendant la main vers sa tasse de thé, trembla. Elle la reposa trop vite, renversant une goutte de thé dans sa soucoupe. Les yeux de Miss Marple pétillèrent, bien qu'elle ne dît rien. Le silence s'éternisa, rompu seulement par le timide cliquetis des tasses d'Edith. La conversation reprit, maladroite et hésitante, mais l'équilibre de la pièce avait changé. Quand enfin les invités partirent, Madame Matthews parut déconcertée. « Mademoiselle Marple, que vouliez-vous dire en suggérant une chose pareille? Vous avez effrayé la pauvre madame. » Archer, au point de lui faire perdre la raison. Miss Marple sourit sereinement. « Vraiment, ma chère, c'est étrange. Ce n'était qu'une simple suggestion. Les divagations d'une vieille dame inoffensive, sans doute. » Mais plus tard, seule dans son cottage, Miss Marple posa son tricot et joignit les mains. Elle avait vu ce qu'elle désirait voir, la culpabilité, à peine masquée par la fanfaronnade, trahie par un tremblement et une chute. Le piège avait été appâté, et bientôt, très bientôt, il se refermerait. Chapitre 14. Le dernier fil. Le lendemain du thé au presbytère, l'aube se leva d'une clarté fragile, ce genre de soleil d'hiver qui révèle chaque fissure et chaque ombre. Rose Hill, d'apparence calme, dissimulait une certaine tension. La suspicion pesait encore sur Charles Harcourt, même si les rumeurs concernant Edith n'avaient pas encore complètement disparu. Mais Miss Marple savait que la vérité était proche. Elle l'avait vue dans la main tremblante de Madame Archer, dans la pâleur soudaine qui avait envahi son visage à l'évocation de la lavande. Pourtant, Miss Marple était une femme qui croyait en la certitude, pas seulement à l'instinct. Il lui manquait un point pour terminer le motif. Ce matin-là, elle se rendit à la boulangerie sous prétexte de commander du gâteau aux graines. Monsieur Pritchard, la manche encore couverte de farine, l'accueillit avec sa bonne humeur habituelle. « Dites-moi, monsieur Pritchard, » dit-elle doucement, « Madame Archer a-t-elle commandé quelque chose d'inhabituel ces dernières semaines? À part ses pains habituels, je veux dire. » Le boulanger se gratta le menton. « Maintenant que tu en parles, oui. Elle m'a demandé de l'essence de lavande. Elle a dit que c'était pour le glaçage, même si j'ai trouvé ça bizarre. Pas un parfum au goût de tout le monde. Elle a payé à la va-vite, et elle est partie en vitesse. Drôle d'histoire. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « C'est vraiment étrange, mon cher monsieur Pritchard. Merci beaucoup. » Quittant la boutique, elle rentra lentement chez elle, les pensées sereines. De l'essence de lavande dans les mains de Madame Archer, l'ombrelle de Madame Harcourt légèrement tachée, le whisky du colonel Lacey, altéré au Crown and Rose, et les lettres disparues, dont la disparition arrangeait particulièrement Madame Archer, car c'était une femme fière de sa réputation irréprochable, et le scandale privé de Lydia Harcourt aurait pu menacer sa position à l'Institut des femmes. Tout était d'un seul tenant, ni net ni ordonné, mais vrai. Ce soir-là, Miss Marple invita le docteur Sims. Elle lui montra le manche du parasol, encore légèrement marqué, et lui raconta à voix basse la révélation du boulanger. « Voyez-vous, docteur, » dit-elle doucement, « l'empoisonnement est rarement un crime passionnel. Il est délibéré, prudent, et le plus souvent commis par des personnes vivant à proximité, capables de passer inaperçues.
Madame Archer en avait les moyens et l'opportunité. Plus encore, elle avait le tempérament. Lydia l'a humiliée à cause du gâteau, a raillé ses efforts et a menacé sa position dans la hiérarchie du village. Et Madame Archer, bien qu'elle paraisse active et inoffensive, n'est pas une femme qui pardonne à la légère. Le docteur Sims fronça les sourcils. Vous croyez vraiment que c'était elle? Mais la police est sur la piste de Charles Harcourt. Miss Marple joignit les mains sereinement. Oui, l'inspecteur préfère la propreté. Mais la vie, docteur, n'est pas toujours impeccable. Je l'ai trop souvent constaté. Croyez-moi, Madame Archer est à l'origine de ces deux tentatives. La seconde, le whisky du colonel, n'était qu'une mise en scène. Une maladresse maladroite pour accroître les soupçons sur le pauvre Charles. Le médecin la regarda avec une admiration réticente. « Alors, vous comptez le dire à Graves ?» Miss Marple sourit faiblement. « Pas encore. Je vais d'abord laisser Madame Archer se révéler. Les coupables le font toujours, avec les encouragements appropriés. Un petit coup de pouce, un petit piège, et elle trébuchera. C'est ainsi que la vérité éclate au grand jour. » Plus tard, seule au coin du feu, Miss Marple posa son tricot sur ses genoux et regarda les flammes vaciller. Le motif était maintenant terminé. Chaque maille était en place. Il ne restait plus qu'à tendre le fil et à exposer le motif à tous. Elle murmura doucement dans la pièce silencieuse. « Demain, alors. » Chapitre 15. Le modèle révélé. La salle paroissiale de Rose Hill était bondée ce soir-là. La rumeur s'était répandue que l'inspecteur Graves allait annoncer l'avancée de l'affaire Harcourt, et la moitié du village s'était rassemblée sous les poutres basses. L'odeur des manteaux humides et de l'huile de lampe se mêlait à un bourdonnement d'attente. Au premier rang se tenait l'inspecteur en personne, solide et sûr de lui. Charles Harcourt était assis, pâle et maigre, les mains crispées sur les genoux. Edith rôdait timidement près de la porte, comme prête à fuir. Le colonel Lasset s'appuyait sur sa canne, impatient, tandis que Madame Archer, ronde et autoritaire, le visage posé, gardait un calme absolu. Miss Marple, petite et soignée dans son chapeau noir, s'assit près de l'âtre, son sac à tricot à ses côtés. Elle semblait tout à fait dépaysée dans cette solennité, mais lorsqu'elle se leva, sa voix claire porta aisément. « Si vous voulez bien me pardonner, inspecteur, » dit-elle doucement, « je crois qu'il est temps de tirer les choses au clair. Je pense pouvoir vous dire exactement comment Madame Harcourt est morte, et qui en est responsable. » Un frisson de surprise parcourut le hall. L'inspecteur Graves fronça les sourcils, mais la curiosité le retint. Miss Marple croisa les mains. Dès le début, les soupçons se portèrent sur M. Harcourt. Il versa le cordial de sa mère, et il hérita. Une affaire bien rangée, comme vous l'avez dit, inspecteur. Mais la vie est rarement rangée. Les manières de M. Harcourt, sa timidité, son impuissance même, telles ne sont pas les qualités de quelqu'un qui choisirait un moment aussi audacieux et public que la foire pour commettre un meurtre. Non, la vraie main appartenait à quelqu'un qui haïssait Madame Harcourt en secret, pour des broutilles qui couvaient, quelqu'un dont l'orgueil fut blessé lorsque Madame Harcourt commanda un gâteau à la boulangerie, tout en affirmant qu'il était de son cru, quelqu'un dont la réputation à l'Institut des femmes était menacée par le ridicule, et quelqu'un surtout qui avait accès à l'essence de lavande et la volonté de l'utiliser. La pièce se tut. Les yeux bleus de Miss Marple se posèrent doucement sur Madame Archer. « C'était toi, ma chère, » dit-elle doucement. Les mains de Madame Archer, serrées sur ses genoux, tremblaient. Miss Marple poursuivit. « Vous avez commandé de l'essence de lavande à M. Pritchard, le boulanger, sous prétexte de glaçage. On vous a aperçu près du sac de Madame Harcourt lorsqu'elle a laissé tomber le flacon à la foire. Et vous seul aviez des raisons de craindre ces lettres. Non pas à cause de leur scandale, mais à cause de la mention d'argent remis à Madame Harcourt, qu'elle vous avait confiée un jour, imprudemment. Vous les avez retirés du secrétaire pour taire l'affaire, mais vous aviez déjà franchi le pas. Vous aviez empoisonné le flacon de lavande, sachant que Lydia l'exposerait à la fête comme son parfum secret. Le verre de cordial était un hasard,
Elle trempa le manche de son ombrelle, souillé par la bouteille, dans son verre en faisant un geste. Cette légère tache persista pour témoigner de l'histoire. Et lorsque les soupçons ne parurent plus suffisamment fondés, vous inventâtes le whisky du colonel, une manœuvre maladroite, destinée uniquement à resserrer l'étau autour du cou de Charles Harcourt. Mais en vérité, cela vous trahit, car seul quelqu'un désireux d'apaiser les soupçons osait une seconde tentative aussi téméraire. Il y eut un silence si profond qu'on entendait le tic-tac de l'horloge paroissiale. Puis le colonel Lasset frappa le sol de sa canne. « Parbleu, elle a raison. » Madame Archer se leva, le visage blême. « Ce sont des mensonges, que des mensonges !» s'écria-t-elle. « Je n'ai rien fait. »« Comment osez-vous » Mais sa voix se brisa et son regard se porta, non pas sur l'inspecteur, mais sur la porte. Ce regard suffisait. Graves s'avança lourdement. « Vous feriez mieux de vous asseoir, Madame Archer, » dit-il d'un ton sombre. « Miss Marple a toujours raison. » Madame Archer s'effondra sur sa chaise, son sang-froid s'effritant. Un murmure de stupeur parcourut le couloir. Charles Harcourt enfouit son visage dans ses mains, bouleversé. Edith sanglota doucement de soulagement. Miss Marple s'assit de nouveau, son sac à tricot à ses pieds, l'air serein. Elle n'avait pas l'air plus redoutable qu'une vieille dame bienveillante qui avait dit ce qu'elle avait à dire. Pourtant, tous ceux qui avaient assisté à son calme dénouement du crime savaient qu'ils avaient vu la justice à l'œuvre. Une justice qui ne naît ni de la fanfaronnade ni de la force, mais d'une compréhension perspicace et infaillible de la nature humaine. Chapitre 16. Les conséquences. Rose Hill, une fois la poussière du scandale retombée, avait à peu près la même apparence. Les chaumières arboraient toujours leur toit de chaume impeccable, les cloches de l'église sonnaient toujours à l'heure, et les enfants se hâtaient toujours dans le chemin avec leurs cartables. Pour un étranger, rien n'avait changé. Mais pour ceux qui avaient vécu la foire à la lavande et tout ce qui avait suivi, le village semblait différent. Un peu plus prudent dans ses bavardages, un peu plus conscient que sous les roses et la lavande, des racines plus sombres pouvaient se tordre sans être aperçues. Madame Archer, autrefois si active et sûre d'elle, avait disparu, emmenée discrètement par l'inspecteur Graves et ses hommes. Sa maison était close, les rideaux tirés, comme si même les fenêtres avaient honte. Personne ne parlait d'elle trop fort, même si dans les murmures, on se souvenait d'elle avec un mélange de pitié et de blâme. Charles Harcourt, pâle mais libre, resta quelque temps à Rose Hill. Il marchait d'un pas lourd, comme s'il portait encore l'ombre du soupçon, mais sa gentillesse envers Edith et son calme regagnèrent la sympathie. Edith elle-même, autrefois accusée, releva la tête, sa loyauté justifiée. Les villageois, toujours prêts à se retourner, commencèrent à l'apercevoir sous un jour plus doux. Quant au colonel Lasset, il était plus calme après son immersion dans le whisky empoisonné. Il était moins prompt à la querelle, plus enclin à accepter sans broncher les opinions du vicaire. Madame Price et Barton continuaient de bavarder à la poste, mais même elle semblait apaisée, comme si l'écho de la voix calme de mademoiselle Marple résonnait encore dans leurs oreilles. Quelques semaines plus tard, par un après-midi ensoleillé, Miss Marple était assise dans son jardin, ses aiguilles à tricoter claquant doucement, tandis que les moineaux sautillaient le long de la haie. La lavande était de nouveau en fleurs, un violet doux contrastant avec le vert, son parfum flottant dans la brise. Son neveu Raymond West était descendu de Londres et se tenait maintenant à côté de sa chaise, étonné de l'histoire qu'elle venait de raconter. « Tante Jane, je n'arrive pas à imaginer comment tu as pu voir tout ça. Quand je pense à Madame Archer, elle semblait si ordinaire. » Miss Marple sourit, les yeux rivés sur ses aiguilles. « Mon cher Raymond, ce sont toujours les gens ordinaires. Une femme qui vit pour sa place au village, qui chérit sa place. Par-dessus tout, une telle femme peut trouver l'humiliation insupportable. L'orgueil, l'envie,
le ressentiment. Tout cela pousse dans les petits jardins aussi facilement que les roses. Il suffit de remarquer quelles plantes ont été arrosées avec le plus grand soin. Raymond secoua la tête, mi-admiratif, mi-déconcerté. Alors, vous regardez, et vous voyez ce que nous autres, on rate. Pas d'intelligence, mon cher, dit doucement Miss Marple, seulement de l'expérience. On ne peut pas vivre autant d'années dans un village sans constater à quel point les gens se ressemblent, que ce soit à St. Mary Mead ou à Rose Hill. La nature humaine se répète sans cesse, comme les motifs d'un tricot. Elle joignit les mains, son tricot posé sur ses genoux. Un instant, elle resta immobile, le regard fixé sur la lavande en fleurs. « C'est toujours triste, bien sûr, » ajouta-t-elle doucement. « Une vie perdue, une autre ruinée, et un village à reconstruire. Mais ces choses passent, comme toutes les tempêtes. Le soleil revient, les fleurs repoussent et les gens, étant des êtres humains, reprennent leur conversation. Pourtant, au fond, la vérité demeure, et elle vaut toujours la peine d'être découverte. » La cloche de l'église sonna l'heure, régulière et rassurante. Raymond alla chercher son châle contre la brise, et Miss Marple reprit son tricot, le léger cliquetis de ses aiguilles se mêlant au chant des oiseaux. La vie à Rose Hill avait retrouvé son rythme paisible, mais ceux qui avaient survécu au meurtre de la foire à la lavande n'oublieraient pas de sitôt que la paix, aussi charmante soit-elle, pouvait être trompeuse, et qu'une vieille dame aux yeux bleus perçants et à la pelote de laine pouvait en voir plus que tous les policiers du comté.